Maintenant, on va aller vers des approches qui sont plus spécifiquement pour le classement, donc l'approche du cas plus proche voisin en particulier, qui est une approche non paramétrique pour faire du classement. Donc, lorsqu'on fait, on peut faire par exemple une estimation de densité par les cas plus proches voisins. Donc, encore une fois, on travaille avec un ensemble de références. Donc, on a N données, qui est notre échantillon, notre ensemble d'échantillons. Puis là, la différence avec ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est qu'on va se mettre à adapter la largeur de fenêtre. Donc, on va dire, bon, notre largeur de fenêtre ne sera pas fixée à l'avance, ce ne sera pas une valeur fixée à l'avance, ça va être plutôt être ajusté selon la densité locale, selon la quantité de données qu'on peut observer dans un certain point. Puis ça, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les cas données les plus proches, puis on va ajuster notre taille, notre valeur de H qu'on va appeler D ici, à la distance au km plus proche voisin. Donc, si on dit par exemple k est égal à 3, on regarde c'est quoi la largeur de fenêtre pour avoir 3 données, donc les 3 plus proches voisins. Incluant nous-mêmes, ça ferait 4 si on est sur une donnée. Si on n'est pas sur une donnée, si on est juste à une valeur de X, on regarde les 3 plus proches voisins, puis on voit donc qu'on va avoir un compartiment avec 3 échantillons dans ce compartiment-là. L'intérêt, c'est que si on est dans une région qui est très peu dense, on va avoir un très gros compartiment, on va vraiment aller chercher de façon très, très large parce qu'il y a une densité faible. Et inversement, si on a une densité élevée, mais là, on va rester quand même assez local. Ça va quand même nous permettre d'ajuster notre largeur directement. Et donc, c'est ça, la largeur correspond à la distance au km voisin. Et donc, ça nous donne un estimateur qui est non continu, qui est quand même assez similaire à l'estimateur naïf par histogramme, avec une largeur de fenêtre qui est adaptative. Et donc, lorsqu'on fait ça, bien, dans le fond, on se met dans un autre contexte où on a un modèle qui est un peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Parce que dans le fond, il va être défini par 3 paramètres principaux. Le nombre de voisins qu'on va utiliser, donc, ils sont avec le plus proche voisin ou les 5 plus proches voisins. Donc, ça, c'est un facteur qui est très important. Si le cas est fait, par exemple, le découpage de l'espace va être très fin. On va regarder avec très peu d'échantillons. Alors que si le cas est plus élevé, on le regarde avec plus d'échantillons localement. Si le cas est très élevé, là, on va avoir vraiment quelque chose qui est beaucoup plus doux parce que notre fenêtre H va correspondre à une fenêtre avec énormément d'échantillons, beaucoup d'échantillons dans notre compartiment. Et donc, là, on va avoir quelque chose qui va être très adouci, très moyenné selon le voisinage. Donc, la valeur de K est importante, mais aussi la mesure de distance. Donc, on suppose souvent une distance euclidienne, mais ce n'est pas la seule distance qui est disponible. Et cette mesure de distance-là nous définit la relation de voisinage entre les données. Donc, c'est quoi un voisin? De quelle façon on mesure, on détermine la distance à des données pour déterminer les voisins. Ça peut avoir un impact. C'est quand même un élément à préciser, même si par défaut, on va souvent vers la distance euclidienne. Et ensuite, bien là, c'est comme tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est qu'on a un ensemble de données de référence. Donc, on a un certain jeu de données qu'on utilise comme point de référence. Mais lui, ça va quand même déterminer grandement de quelle façon on fait notre estimation. Et donc, on peut avoir un ensemble aussi. Donc, on peut regarder la taille, mais on peut regarder aussi la distribution. C'est 2 éléments importants à voir. On peut avoir un gros jeu de données, mais qui est très, très dense dans un coin et qui est très éparse ailleurs. L'estimation va venir en conséquence, à savoir que dans la région très dense, on a quand même une bonne idée de ce qui se passe. La densité est très élevée. Et ailleurs, bien, la densité est beaucoup plus faible. Mais l'estimation peut être plus ou moins bonne selon ce qu'on fait. Dans le cas du cas plus proche voisin, au moins, on a une certaine garantie qu'on va avoir une quantité de données prédéterminée dans le compartiment associé. Puis on peut même se mettre à filtrer les données, si on veut, en retirant des données qui nous semblent problématiques. Donc, on va voir le cas plus proche voisin, mais on ne le verra pas dans un contexte d'estimation de densité parce que c'est quand même assez mauvais, finalement, pour faire l'estimation de densité. Il y a des problèmes un peu autour des données. Cependant,
le cas plus proche voisin marche vraiment bien pour faire du classement. Donc, c'est ça qui est intéressant ici, c'est de faire ce qu'on appelle du classement par les cas plus proches voisins. Puis je vous dirais par opposition à l'estimation par noyau. L'estimation par noyau, elle est quand même très intéressante pour estimer la densité, mais en termes de classement, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est vraiment une méthode qui peut performer pas très bien en général. Inversement, pour le cas plus proche voisin, pour l'estimation de densité, c'est très ordinaire, comme on dit, mais pour le classement, c'est quand même très bien. Ça peut performer quand même très bien selon les circonstances. C'est longtemps, c'est souvent un point de référence. C'est un point de référence d'une méthode qui marche, qui est quand même assez simple et qui marche assez bien. Et donc, on va se comparer souvent au cas plus proche voisin. Puis l'implémentation, mais ça est quand même trivial si on ne fait pas d'optimisation dans nos calculs. Donc, lorsqu'on fait du classement par les cas plus proches voisins, donc là, on a un ensemble de références d'entraînement où là, on a les X, mais on a aussi les étiquettes RT associées. Donc, on en a N ici. Puis là, on dit, bien, on veut classer une donnée inconnue X. Pour classer cette donnée-là, on va calculer les cas plus proches voisins dans l'ensemble grand X en utilisant une mesure de distance, comme je disais, la distance euclidienne en général, mais ce n'est pas la seule, il y en a d'autres qui existent. Puis là, on va assigner à X l'étiquette de la plus fréquente parmi les cas plus proches voisins. Fait qu'on dit, on regarde les cas plus proches voisins, on regarde les étiquettes de classe correspondant à ces cas plus proches voisins-là, puis on fait un vote, puis on assigne la donnée à l'étiquette la plus fréquente dans les cas plus proches voisins. Et donc ça, c'est très simple, c'est très direct. Ça a été proposé dans les années 60 carrément, puis c'était quand même très bien. Donc, ça s'implémente en quelques lignes de code. Ce n'est pas quelque chose de bien sorcier à faire fonctionner. Puis, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a quand même les paramètres peuvent avoir une grosse influence, puis ça ne fait pas nécessairement la même chose selon les valeurs de K, les valeurs de distance aussi. Mais surtout, les valeurs de K peuvent avoir une influence importante. Avec K est égal à 1, avec donc un seul voisin, le plus proche voisin, on va diviser l'espace dans ce qu'on appelle un diagramme de Voronoi. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, ça va être vraiment une espèce de tessellation, découpage en patch de notre espace avec une patch associée à chacune des données d'entraînement. Donc, visualisation un peu de l'approche, c'est de dire, par exemple, donc, ce qu'on a en vert ici, c'est notre point qu'on veut classer. On dit à quelle classe est-ce que ça appartient? Bien, ça dépend. Si on regarde, par exemple, les trois plus proches voisins, on va avoir quelque chose comme ça ici. On fait un cercle ici qui est arbitraire, qui nous dit finalement, dans cette région-là, on a 2 triangles rouges et un carré bleu. Donc là, on a 2 votes pour les rouges, 1 vote pour les bleus. On assigne la donnée à la classe des rouges, disant, bien, c'est celle-là où, dans les 3 plus proches voisins, on a donné plus de votes aux rouges. Cependant, si on fait ça avec les 5 plus proches voisins, on voit donc que la fenêtre d'influence est beaucoup plus grande. Et là, c'est l'inverse. Là, on a été chercher 2 votes supplémentaires pour les bleus, ce qui nous fait 3 votes pour les bleus et 2 votes pour les rouges. Donc, la donnée ici à classer est assignée au bleu. Donc, on voit que ça peut changer selon le voisinage. Puis ça, ben, c'est quand même de tenir compte de l'influence locale de ce qu'on a autour de nous. Voilà. Et donc, comme je vous disais, on fait un diagramme de Voronoi. Dans le fond, avec K est égal à 1, avec la règle du plus proche voisin, ou 1 PPV. Ce qu'on voit ici, c'est que là, il n'y a pas de classe. Ici, on a tout simplement séparé l'espace. On voit qu'on a des points noirs qui correspondent à des données d'intérêt. Et on a la région de couleur autour qui correspond à sa zone d'influence. Donc, on voit ici que la donnée ici, ben, comme zone d'influence, elle a quelque chose comme ça. Là, les frontières, dans le fond, c'est des endroits où on est équidistant entre deux données. Fait qu'ici, par exemple, si on a cette donnée-là, on a cette frontière-là ici qui nous intéresse. Dans le fond, on est à la même distance de cette donnée-là que de cette donnée-là. Puis idem ici, là, on regarde ça ici, c'est la même distance ici et là. Donc, sur toute la frontière, en 2 cellules, dans une tessellation de Voronoi, c'est vraiment le point où on est équidistant. Puis dans toute cette région-là ici, la donnée la plus proche est celle-là.
On voit que ça fait un découpage qui n'est pas trivial, c'est quand même assez élaboré. Donc, ça peut faire des découpages très intéressants. Donc, ça, c'est seulement avec la règle du plus proche voisin. Donc, puis ça, c'est avec une distance euclidienne aussi. Bien sûr, si on changeait de mesure de distance, la tessellation de Voronoi serait différente. D'ailleurs, je ne sais même pas si on pourrait l'appeler encore comme ça, parce que c'est souvent avec une distance euclidienne qu'on appelle ça de cette façon-là. C'est quand même important de voir que la frontière a des discontinuités, puis c'est vraiment associé euh, au fait que lorsqu'on a une discontinuité, c'est que on est sur un point où les deux plus proches voisins diffèrent. Donc, un bel exemple, c'est celui-là ici. Donc, pour cette donnée-là ici, on a vraiment un plan séparateur qui est équidistant entre cette donnée-ci et cette donnée-là. Mais ici, on change un peu l'angle, donc le plan est un peu tourné parce qu'on a changé d'autres voisins. Ici, c'est changé pour être celui-là, puis ici, c'est changé pour celui-là. Fait que finalement, la frontière ici, dans ce coin-là, la frontière qu'on a, c'est une ligne qui est dans ce qu'on voit ici, parce qu'il pourrait y avoir d'autres données plus loin, mais ce qu'on voit ici, c'est vraiment une ligne, 4 lignes brisées qui sont mises l'une à côté de l'autre pour décrire une frontière, qui est une frontière finalement, si on la fait très grossièrement, qui est un peu tournée comme ça. Puis ça a quand même de l'allure comme frontière par rapport à nos données. Donc, si on met ça dans un contexte de plus proches voisins, où là, on a 3 classes. Donc, on a vraiment la classe des verts, des rouges et des bleus. Fait qu'on voit un peu le découpage que ça fait. Fait qu'on a vraiment les points de couleur qui sont des données, puis on a la région d'intérêt qui correspond à la région d'influence. Donc là, on a confondu plusieurs points d'une même classe pour faire une seule couleur. Ce qu'on peut voir, c'est qu'avec le plus proche voisin, on est quand même sensible aux données qui semblent être un peu erronées, ou du moins dans la région de l'autre. Des exemples de ça, ce serait de dire, par exemple, cette donnée en vert là, celui-là ici, le bleu ici, le rouge là, le bleu ici. Je vous dirais même, bon, il faudrait voir, c'est peut-être le rouge ici. Donc, il y a des artefacts. Des artefacts, puis si on avait le rouge ici, et le rouge là, bon, on peut y aller longtemps comme ça, mais on voit qu'il y a plusieurs petites régions qui semblent provenir de données qui sont isolées. Fait qu'on regarde seulement le plus proche voisin, mais il semble qu'il y a comme du recoupement entre les classes, puis c'est pas bien découpé. Donc, l'ensemble de ces régions et frontières-là pour le plus proche voisin ici, ça illustre bien le fait qu'avec un cas faible, on est très sensible aux données qui seraient du bruit ou au fait qu'on n'a pas assez de données. Parce que peut-être avec plus de données, on verrait que véritablement, je ne sais pas, moi, je vais vous donner un exemple ici. Ici, il semble y avoir une espèce de continuité de rouge ici. Puis peut-être qu'effectivement, avec plus de données, on aurait quand même une entrée très rouge ici, ou bien peut-être, à vrai dire, c'est ici le problème, là. On peut dire qu'on si on regarde ça autrement, on a cette donnée-là ici qui est verte, puis cette donnée-là qui est verte, qui fait en sorte que toute cette région-là est verte, mais dans le fond, avec plus de données, peut-être qu'on serait dans le rouge. Dans le fond, peut-être que le rouge serait tout ça ici. Donc, tout ça ici serait rouge normalement. Peut-être. Je vous dis, je fais des hypothèses, c'est spéculatif parce que je ne connais pas la vraie distribution des données. Mais on peut imaginer des choses comme ça. Donc, on est quand même sensible aux données qui sont un peu en recoupement avec les autres. Puis, on est sensible donc à la taille de l'échantillon. Puis même si on avait une très grande quantité de données, il y aurait quand même vraiment un découpage très fin, là, parce qu'on a quand même des très petites cellules centrées sur chacune des données, même si les données sont bruitées, problématiques ou vraiment en minorité. Maintenant, si on applique la règle des 5 plus proches voisins, là, ça change un peu. Là, ce qu'on voit ici, c'est vraiment, bon, ce qui est coloré en couleur, c'est le cas où il y a 3 voisins ou plus qui votent pour la même classe. Fait qu'ici, par exemple, en rouge, on voit, bon, on a la région de rouge ici, la région bleue là, bon, on a du rouge ici aussi, on a du vert ici, on a un petit peu de bleu ici. Donc, normalement, on regarde si je pense que c'est trop. Bref, s'il y a vraiment un vote assez clair pour une des classes, on a coloré, mais lorsqu'il y a une ambiguïté, lorsque finalement le vote est beaucoup plus partagé, là, on a plus des régions en blanc. On voit dans ces régions-là, il y a un partage du vote, qui fait qu'on est beaucoup moins confiant ici et là. Donc, on voit que dans le fond, toutes les régions en blanc ici, là, toutes ces régions-là sont ambiguës. Puis on voit que c'est des régions à la frontière entre deux grandes régions de couleurs.
Fait que ça fait du sens. Puis l'idée, c'est qu'avec les 5 plus proches voisins, mais on est beaucoup moins sensible à des données aberrantes ou des données très brutées. Des exemples de ça, ben, c'est par exemple les données vertes ici, comme ça, qui sont carrément isolées, qui n'ont pas d'influence autour d'elles. Similairement, les données en rouge ici, les données en bleu là, etc. Donc, on a quand même une certaine robustesse et on ne va pas modifier le classement avec la présence d'une seule donnée dans une région. Ça va en prendre quand même plusieurs qui, localement, correspondent aux plus proches voisins de notre point d'intérêt.